Bonjour, bienvenue au nom de Fondact à cette webconférence sur la loi Macron et l'épargne salariale. Vous connaissez Fondact. Fondact réunit les entreprises qui croient à la vertu du partage des résultats pour les entreprises et de l'épargne salariale pour les salariés. Notre ambition, c'est d'arriver à faire bouger les lignes dans ce secteur pour qu'il se développe. Nous y sommes parvenus et nous y avons d'ailleurs contribué concrètement avec la loi Macron qui, enfin, après de longues années de stagnation, voire de recul, fait avancer les choses dans notre domaine. Mais notre mission aussi, c'est de l'expliquer pour donner envie aux gens, mais pour qu'ils comprennent simplement ce qui se passe. Nous le faisons à travers notre club entreprise, mais aujourd'hui nous innovons avec cette webconférence qui s'adresse à un public beaucoup plus large, avec aussi l'espoir que du coup ça vous donnera envie de venir à notre club entreprise et d'adhérer à Fondact si vous n'y êtes pas déjà. Alors je vais maintenant laisser la parole à nos deux experts, Patrice Dichand qui est chargé de mission à la direction du travail et qui est l'homme qui fait les textes et qui les comprend donc, et Gérard Ketzenbaum qui est avocat, qui comprend aussi les textes et qui lui les explique. Et je pense qu'avec eux deux, vous aurez de quoi répondre en gros à toutes vos questions. Et le débat sera animé par Sylvie Baumel, journaliste, à qui je laisse la parole. Merci d'être venu. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette webconférence. Donc je vais commencer par vous représenter, même si Michel l'a fait tout à l'heure, nos deux experts. À ma droite, Monsieur Dichand, Patrice Dichand, qui est donc chargé d'études à la Direction générale du travail et qui est le meilleur spécialiste du genre. Et le deuxième meilleur spécialiste, Gérard Ketzenbaum, qui est avocat, qui vient de publier d'ailleurs il y a peu de temps aux éditions Lamy, je crois, oui. Un livre intitulé, comme il se doit, L'épargne salariale. Alors, quelques mots sur la manière dont les choses vont se passer. D'abord, vous êtes les bienvenus pour envoyer vos questions à une adresse qui apparaît sans doute sur votre écran. En tout cas, je vous la donne, conférence@fondact.org. Vous pourrez aussi revoir des séquences de cette webconférence sur le site de Fondact, où paraîtront également tous les textes dont nous allons parler aujourd'hui. D'ailleurs, à ce propos, et je commence par là, Monsieur Dichand, où en sommes-nous des parutions de décrets et de circulaires de la loi Macron sur l'épargne salariale? Le bon point, c'est que la loi est parue. Ensuite, cette loi nécessitait un double décret d'application. Un pour le Code de la sécurité sociale et un autre impactant le Code du travail. Le décret Code de la sécurité sociale qui concernait le PERCO, dit PERCO+, avec forfait social minoré à 16%, est paru. Le décret relatif au Code du travail qui concerne essentiellement le fléchage par défaut de l'intéressement et le versement dit d'abondement périodique sur le PERCO aurait dû paraître juste pour cette conférence. Aux dernières nouvelles, il devrait paraître demain. Bon, contretemps fâcheux, ceci étant, les décrets sont parus en voie de parution. Ils devraient être suivis d'une petite circulaire sous forme de questions-réponses, circulaire d'interprétation de la loi et des décrets, qui est en cours de rédaction, finalisation. On peut espérer l'avoir dans les semaines qui viennent. Je n'ose plus donner de délai, idéalement dans un délai de 15 jours, mais enfin, elle paraîtra dans les meilleurs délais. Merci. Alors, je le précise pour ceux qui regarderont plus tard cette conférence en replay. Demain c'est le 9 décembre. Nous sommes le 8 aujourd'hui, je crois. Voilà, je précise toutefois. Alors, encore un petit mot sur la méthode. Nous allons aborder un certain nombre de chapitres sur lesquels la loi Macron a modifié des choses à propos de l'épargne salariale. À chaque fois, on va avoir une petite présentation courte de l'un de nos deux intervenants, et puis on fera tous les 2-3 chapitres une petite pause question. Donc, encore une fois, envoyez vos questions. Voilà, et l'ensemble devrait durer un peu plus d'1 heure. Alors, premier chapitre, donc, la participation. Et donc, c'est Gérard, cette fois-ci, qui nous fait un tout petit bilan de ce que la loi a changé sur ce point. Alors, la loi, tout d'abord, s'agissant de la participation, a modifié les conditions de mise en place du régime obligatoire.
en redéfinissant les modalités d'appréciation de l'effectif et en les alignant sur celles du comité d'entreprise, puisque désormais, il faudra que l'effectif de 50 salariés soit atteint ou dépassé pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 exercices, au cours des 3 derniers exercices. D'autre part, elle a également modifié le texte du Code du travail qui prévoit un report de la date d'application ou de l'exercice d'application de la participation lorsque l'entreprise de moins de 50 salariés est dotée d'un accord d'intéressement. Merci. Alors, Monsieur Dichand, même question à propos de l'intéressement. Quels sont les principaux points que la loi a modifiés? Alors, on va en évoquer 2, dont le premier est probablement le principal, puisque c'est celui qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est ce dont je parlais d'ailleurs à l'instant, l'affectation par défaut de l'intéressement sur un plan d'épargne salariale. C'est à la fois une mesure d'harmonisation avec la participation, on en parlera tout à l'heure, mais pas totalement. Ce que le législateur a prévu, c'est que dorénavant, dans les entreprises qui disposent à la fois d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne entreprise, si le salarié ne répond pas à l'interrogation voulez-vous percevoir immédiatement votre intéressement ou le placer sur le plan d'épargne, et ça c'est une grande nouveauté, l'intéressement dorénavant sera fléché par défaut vers le plan d'épargne entreprise. Et c'est une grande nouveauté car depuis l'existence de l'intéressement était immédiatement disponible pour le salarié et s'il ne répondait pas, il se retrouvait sur son compte bancaire. Là, changement complet de pratique, ce qui va induire pour lui une certaine période d'adaptation, l'intéressement sera fléché vers le PE. C'est pourquoi, vu la nouveauté radicale, le législateur a prévu 2 garde-fous. L'intéressement est fléché vers le PE, mais pas vers le PERCO. Le PERCO étant un dispositif qui prévoit un blocage à très long terme jusqu'à la retraite, il n'a pas été jugé pertinent que ce fléchage par défaut puisse être bloqué aussi longtemps. Le deuxième garde-fou, c'est un droit de rétractation qui va pouvoir s'exercer sur 2016 et 2017. Concrètement, un intéressement versé en 2016 au titre de 2015, si le salarié ne répond pas et que son intéressement est fléché par défaut vers le PE, il aura 3 mois pour exercer, entre guillemets, son droit de rétractation et pour sortir l'intéressement du PE. Le décret précise à ce titre qu'il n'y aura qu'une seule demande de rétractation portant sur la totalité de l'intéressement attribué aux salariés. Il n'y aura donc pas de droit de rétractation en plusieurs fois ou sur des sommes partielles liées à l'intéressement. Ça, c'est la première grande mesure dont on reparlera dans les questions sans aucun doute. La seconde mesure, qui n'est pas du tout de même portée, mais qui est une mesure de simplification, concerne le renouvellement par tacite reconduction de l'accord d'intéressement. Jusqu'à présent, un accord d'intéressement pouvait être renouvelé par tacite reconduction dans tous les cas de figure, mais pour que cette tacite reconduction tombe, il fallait une demande de renégociation. Or, cette demande de renégociation n'était pas possible dans le cas où l'accord d'intéressement était mis en place à la majorité des 2/3 des salariés. Donc la loi donne cette possibilité de faire tomber la tacite reconduction dans ce cas-là, et le décret va nous apprendre que pour que cette mesure soit effective, il faut que les salariés eux-mêmes portent une demande de renégociation à la majorité des 2/3 d'entre eux. Donc, par analogie avec la mise en place de l'accord d'intéressement. Ce que la loi prévoit également, ce qui était implicite, mais pas explicite, c'est que quand il y a une tacite reconduction, l'accord d'intéressement repart pour une nouvelle durée de 3 années. Merci. Alors, dernier chapitre avant de
procéder encore une fois de passer à vos questions. Je pense que l'adresse là doit se réafficher. N'hésitez pas, c'est vraiment le but de cette conférence, de répondre à vos questions. Donc, autre chapitre, l'harmonisation, participation, intéressement. Monsieur Dichon à nouveau. Alors, le fléchage par défaut de l'intéressement était en quelque sorte une demi-mesure d'harmonisation. Les autres mesures d'harmonisation essentielles concernent les dates de versement limite de l'intéressement et de la participation. Alors, l'intéressement et la participation avaient des dates différentes. Il fallait l'un le verser avant le premier jour du 5e mois, l'autre avant le premier jour du 8e mois. Dorénavant, il y a une seule date unique pour intéressement et participation. C'est une vraie mesure de simplification, il faut que l'intéressement et la participation aient été versés avant le premier jour du 6e mois qui suit l'exercice de calcul annuel. Donc concrètement, pour un intéressement qui est calculé sur l'année civile 2015 et pour une participation qui est calculée également sur l'année civile 2015, elles devront être toutes les deux versées avant le 1er juin 2016. Si elles ne le sont pas, les intérêts de retard courent à partir du 1er juin 2016. Et là encore, il y a une harmonisation entre intéressement et participation, puisque antérieurement, ce n'était pas le même intérêt de retard de référence qui était appliqué à l'un et à l'autre. Dorénavant, c'est le même intérêt de retard, dit TMOP, taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, qui va s'appliquer, publié par le ministère de l'économie, qui va s'appliquer à la fois à l'intéressement et à la participation pour toute somme servie en retard, c'est-à-dire à compter du 1er juin. Très bien. Alors nous allons donc procéder répondre aux questions qui s'affichent. Donc sur ces 3 points que nous venons d'évoquer, participation, intéressement, harmonisation, participation, intéressement. Alors je vous lis la première. Je ne sais pas si ça s'affiche aussi sur l'écran. Participation. Le nouveau mode d'appréciation de l'effectif s'applique-t-il aux entreprises de 1 à 250 salariés, je suppose, pour que les mandataires sociaux puissent bénéficier de PE, intéressement? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais est-ce que Gérard, vous la comprenez? Non plus, parce que ça concerne en fait le PE et l'intéressement. Ça concerne aussi la participation. Moi, j'aurais tendance à répondre oui. Alors la réponse, sans préempter la réponse de la circulaire qui n'est pas encore finalisée, la réponse est effectivement positive, puisque jusqu'à présent, les mandataires sociaux avaient droit à bénéficier de l'intéressement et des plans d'épargne salariale de façon plus marginale de la participation volontaire à partir du moment où ils avaient au moins un salarié. Et on entend des salariés au sens habituel du terme, et ce sens habituel s'appréciait comme pour le calcul de la participation sur 6 mois au cours du dernier exercice. Dorénavant, logiquement, c'est la nouvelle règle qui va s'appliquer pour les mandataires sociaux. Alors, est-ce qu'on peut m'envoyer d'autres questions, s'il vous plaît, sur l'intéressement, par exemple? Bon, alors, est-ce que... C'est pas grave. On va... est-ce qu'il y a des points, Monsieur Dichon, sur l'affectation par défaut? Vous aviez évoqué déjà des points qui pouvaient... de détails, puisque pour l'instant, je ne reçois pas de questions. Est-ce que vous pouvez déjà nous... Ah bah voilà, excusez-moi. Alors, je commence, peut-on panacher l'intéressement pour moitié dans le PEI, pour moitié dans le PERCO? Qui veut répondre à cette question? La loi est claire. Comme je disais, c'est une demi-mesure d'harmonisation, puisque la participation, quand elle n'est pas demandée par le salarié, est fléchée pour moitié dans le PE, pour moitié dans le PERCO, s'il y en a un dans l'entreprise, bien sûr. Or, l'intéressement n'est fléché par défaut pour la totalité que dans le PE. Et a priori, nous verrons la réponse définitive d'un circulaire. Il n'y a pas de différence sur le texte de la loi ou la possibilité offerte aux partenaires sociaux dans le cadre d'un accord d'entreprise. Dans tous les cas de figure, c'est toujours vers le PE. En effet, la raison
profonde, c'était que par rapport aux habitudes ancrées chez les salariés depuis des années, voire des décennies, de disponibilité de l'intéressement, il était trop dangereux de flécher par défaut vers le PERCO. Donc ce danger existe, que ce soit prévu par la loi ou que ce soit prévu par accord. Donc a priori, les réponses que j'ai aujourd'hui est que non, l'intéressement par défaut est systématiquement fléché vers le PE et vers le PE seul. Autre question. En cas de rétractation, quel régime fiscal et social des plus-values sur l'intéressement et l'abondement pour le salarié d'une part et pour l'entreprise d'autre part? Alors je sors mon joker, parce que là il s'agit vraiment d'une question fiscale et sociale, et essentiellement fiscale, parce que le régime social de l'intéressement ne va pas changer en fonction de son placement ou du droit de rétractation. Donc, a priori, si l'intéressement est sorti du PE par le salarié qui fait jouer son droit de rétractation, il ne bénéficie plus d'exonération fiscale, mais la réponse définitive sera dans la circulaire après que nous nous soyons concertés avec mes collègues de l'ADLF et de la DSS. L'intéressement suit-il toujours le même régime en termes de droit au déblocage que les versements volontaires? Rejoker. A priori, l'intéressement devrait suivre le régime de la participation, mais cette question sera abordée dans la grande circulaire sur l'épargne salariale qui est en train d'être remise au goût du jour, et le dossier des blocages anticipés sera d'ailleurs écrit en collaboration avec la médiatrice de l'AMF qui est de plus en plus intéressée et partie prenante de ces questions. L'affectation par défaut au PE, ça c'est une question un petit peu sur la date d'application, je pense. L'affectation par défaut au PE concerne-t-elle les sommes acquises au titre de l'exercice 2015 versées en 2016? Totalement, c'est même le principe de la loi. C'est-à-dire applicable immédiatement, enfin, c'est ça que vous voulez dire? Applicable après le 1er janvier. Après le 1er janvier D'accord. 2016, donc sur les sommes versées en 2016. Très bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Y a-t-il obligation pour l'entreprise de mettre en place un PE? Alors, La réponse est non. Même moi, je La savais. réponse Affirmatif. est non, on en avait déjà discuté entre nous avec M. Dichand, parce qu'elle est souvent venue, notamment de certains de mes confrères, mais le texte ne le dit pas. Cela reviendrait à ajouter au texte. Ce n'est pas en matière d'intéressement comme en matière de participation. absolument, en matière de participation, la connexion participation PE est obligatoire, en aucun cas en matière d'intéressement, et la loi ne change rien à cet état de fait. Alors là, nous avons un auditeur, un internaute qui nous pose une question avec un exemple. Alors, soit l'exemple d'une période de calcul de septembre à novembre 2015. Les salariés sont informés de leurs droits le 14 décembre via une fiche de choix. Très bien. Ces droits sont versés le 15 janvier 2016 aux salariés ou au PE. L'affectation par défaut s'applique-t-elle selon la date d'information 2015 ou de versement 2016? La circulaire le dira, mais c'est bien la date de versement qui a priori fait foi. C'est ce que dit la loi d'ailleurs. Hein. Compte tenu de l'alignement des versements, participation, intéressement, l'intéressement est-il toujours considéré comme un versement volontaire? Là, c'est la question à 1000 €. banco. A priori, C'est le banco. je vais dire une chose que je vais répéter plusieurs fois au cours de cette matinée. La circulaire le dira, mais a priori, c'est une logique imparable. À partir du moment où l'intéressement suit le régime de la participation avec le même fléchage par défaut, on voit mal pourquoi, comme la participation, elle ne serait pas sortie du plafond du quart de la rémunération. C'est la réponse actuellement préemptée par la circulaire, mais qui reste à confirmer avec nos collègues de la DLF et de la DSS. Alors une nouvelle question, on a peut-être, à mon On a avis, déjà partiellement répondu, je crois. mais Monsieur Dichand a répondu à cette question. qui est, bon, je la lis quand même, en cas de Je vais rétractation répondre. sur l'intéressement, quelles sont les conséquences fiscales pour le salarié et en particulier quel montant déclarer à l'impôt sur le revenu en cas de plus ou moins value? En cas de plus-value, c'est certain qu'on va devoir déclarer à l'impôt la plus-value,
puisque Absolument. en fait il y a eu perception des sommes et que l'exonération fiscale accordée en matière d'intéressement est liée au blocage sur un plan d'épargne salariale, PEE, PEI ou PERCO. Donc en ce qui concerne les moins-values, à mon avis, même s'il y a eu une jurisprudence récente du Conseil d'État, elle concerne les moins-values dans le cadre du PEA, a priori. Donc, à mon avis, les moins-values, elles sont perdues, quoi, hein. Fiscalement, on ne peut pas les imputer pour l'instant. Pour l'instant. Je ne vais pas m'engager à la place de la DLF, mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Alors, y a-t-il des cas, par exemple, s'il y a rachat ou arbitrage, où la rétractation du salarié n'est plus possible? Alors, a priori, s'il y a un fléchage par défaut de l'intéressement, la rétractation est possible. Toutefois, si le salarié, constatant le fléchage par défaut de l'intéressement dans son plan d'épargne, fait jouer un arbitrage pour changer l'affectation de cet intéressement, on peut légitimement considérer qu'il est d'accord pour l'investissement sur le PEE. Donc il nous semble que la rétractation dans ce cas de figure-là serait vraiment un effet d'aubaine qui n'a pas lieu d'être. Alors, en cas d'accord avec un versement, je pense, qui est inférieur à l'année, ça doit être ça l'idée, hein, infra-annuel, est-il possible de n'interroger le salarié qu'une fois par an et non à chaque versement? Alors, en théorie, c'est à chaque versement. La loi n'est pas diserte là-dessus, mais la loi se place implicitement dans le cas de figure, comme à chaque fois, d'un versement calculé sur l'année civile. En cas d'infra-annuel, elle n'entre pas dans ce degré de détail. Alors, nous sommes conscients que multiplier les interrogations dans le cas de versement infra-annuel pour des entreprises qui ont beaucoup de salariés, qui ont un effectif important, voire pléthorique, risque d'entraîner des complications sans fin. C'est pourquoi il est possible que dans la circulaire, on donne un mode d'emploi, à savoir qu'en cas de versement infra-annuel, par exemple trimestriel, l'interrogation du salarié vaut pour l'intéressement servi au titre du premier trimestre et qu'il vaudra également pour les 3 autres trimestres de calcul de l'année. Sauf que le salarié pourra toujours se manifester pour modifier son choix. Mais ça devrait permettre, c'est une mesure pragmatique, d'éviter les interrogations à répétition. Alors, on va encore prendre une ou deux questions avant de passer à aux séquences suivantes. Alors là, il y a une question, je ne comprends pas tous les mots, mais vous allez m'aider. Pour un salarié qui serait parti... Sans laisser d'adresse. Ah, c'est ça. Sans laisser d'adresse, la prime doit-elle toujours être conservée un an avant un reversement à la Caisse des dépôts? Alors, il y aura Moi, je pense que oui, mais... Bon, moi, je n'ai pas d'avis, donc un des deux. Oui, effectivement. Il y aura un focus sur les nouvelles conditions de consignation, de péremption liées à la loi Eckert dans la circulaire qui va paraître. Alors, que veut dire discontinuité en cas... le mot discontinuité doit être... ça vous évoque quelque chose, Gérard? Ça concerne l'appréciation de l'effectif en matière de participation. C'est cela. Ça concerne voilà. Les modalités d'application de la participation lorsque l'entreprise est déjà dotée de moins de 50 salariés, est déjà dotée d'un accord d'intéressement. Alors effectivement, la discontinuité, ça veut dire le contraire, c'est-à-dire que l'accord d'intéressement doit s'appliquer pendant toute la période de 3 exercices qui suit celle au cours duquel le franchissement du seuil de 50 salariés a été constaté. Alors, ce texte pose quelques problèmes d'interprétation, mais l'interprétation qui devrait être retenue est la suivante. Si par exemple une entreprise dont l'exercice social correspond à l'année civile a constaté en octobre 2015, donc on est dans le champ d'application de la loi Macron,
qu'elle avait franchi le seuil de 12 mois consécutifs ou non de 50 salariés en octobre, et qu'elle avait conclu au début de l'année un accord d'intéressement. L'application est reportée de la participation est reportée en 2018, puisqu'en 2015, 2016, 2017, elle aura son accord d'intéressement. C'est l'interprétation qui correspond probablement à l'intention du législateur, même si le texte ne le dit pas de façon aussi claire. Alors, très bien, nous avons une question sur les frais de déblocage. À qui sont-ils imputables par défaut? À la charge du bénéficiaire, hein, ou bien de l'entreprise? Là, on revient sur le fléchage par défaut de l'intéressement, si je comprends bien. A priori, comme tout frais dit de déblocage, bien qu'on ne soit pas dans un déblocage anticipé classique, il paraît logique que c'est le salarié qui fait jouer son droit de rétractation, donc c'est lui qui assume ce choix. Et enfin, et avant de passer à la séquence suivante, une question, ce qui n'empêche pas d'ailleurs, je redis, de poser des questions même sur ces thèmes-là, parce qu'on fera à la fin un peu de... voilà, on pourra reprendre toutes les questions, donc s'il y a des choses qui vous viennent en cours de route, n'hésitez pas à nous poser des questions. Mais en tout cas, est-il envisagé à terme, ça met une question sur l'avenir, l'affectation par défaut de 50% de l'intéressement au PERCO? Alors là, il faut être un peu dans l'esprit de... Ben là, on n'a pas de boule de cristal. Là, hein. c'est un petit peu difficile. Mais je ne sais pas, monsieur Dichat en a peut-être une idée. Ce n'est pas envisagé pour l'instant. Disons qu'à l'heure actuelle, ça n'est pas possible parce qu'on est dans un changement complet de logique pour l'intéressement. À partir du moment où ce changement, les salariés se seront appropriés ce changement, cette question peut trouver sa pertinence. Mais comme dit très justement M. Kestenbaum, je n'ai pas de boule de cristal, donc nous en reparlerons dans un prochain rendez-vous Fondac dans quelques années. Très bien. Alors je demande merci à la régie de me garder les questions auxquelles on n'a pas répondu pour un petit peu plus tard. Et nous allons passer au chapitre de l'information des salariés, où là aussi on a quelques petites modifications prévues par la loi Macron. Gérard. Alors en ce qui concerne l'information des salariés, on a plusieurs dispositions qui ont simplifié les textes. On en a une première en matière de livret d'épargne salariale. Jusqu'à présent, le livret d'épargne salariale devait comporter des rubriques reprenant pratiquement toutes les institutions d'épargne salariale, qu'elles s'appliquent ou non dans l'entreprise. Désormais, on ne reprendra que les institutions qui existent dans l'entreprise. On a ensuite le problème de l'information du salarié, du fléchage par défaut et des nouvelles règles. Ici, il est prévu et il est demandé aux entreprises de conclure un avenant et de modifier leur accord. Cela dit, si ce n'est pas fait, la loi s'appliquera de plein droit. Et on a une dernière modification tout à fait justifiée et précise qui concerne l'état récapitulatif à remettre aux salariés au moment où ils quittent l'entreprise sur la prise en charge ou la non prise en charge des frais de gestion par l'entreprise. L'entreprise doit indiquer désormais si elle prend en charge ou pas aux salariés les frais de gestion. Ça, c'est très clair. Et moi, je pense que c'est très important, ça. Très bien. Alors, nous allons attaquer un gros morceau avec le PERCO. Je vous passe la parole, Monsieur Dichand, déjà pour nous exposer les modifications. Alors, question PERCO, il y a deux grandes mesures qui ont fait couler beaucoup d'encre. Ce sont les deux mesures les plus médiatiques dans la loi dite loi Macron sur l'épargne salariale. La première, on en a parlé, c'est le fléchage par défaut de l'intéressement. La seconde, c'est la création, ou plutôt la mutation du PERCO vers ce qui est commun d'appeler dorénavant le PERCO+. Alors c'est une mutation qui ne va pas de soi. En aucun cas, les PERCO actuels vont se métamorphoser en PERCO+, par l'opération du Saint-Esprit. Il faudra impérativement que les partenaires sociaux soient d'accord. Donc, soit
qu'un PERCO soit transformé en PERCO plus par voie d'avenant, soit qu'un PERCO plus soit institué dans l'entreprise. Alors, ce PERCO dit PERCO plus, désolé. Technique que nous allons réparer tout de suite. Voilà. Désolé, se caractérise de deux façons. D'une part, il prévoit que le fléchage par défaut de toutes les sommes qui vont vers le PERCO soit réservé à la gestion pilotée. Il y a d'ailleurs une double mesure gestion pilotée dans la loi, parce qu'il y a un autre article qui nous dit que de toute façon, la gestion pilotée deviendra l'investissement par défaut de tout PERCO. Ça, c'est la première mesure qui n'est donc plus spécifique au PERCO+. La deuxième mesure, c'est l'allocation de l'épargne au sein de la gestion pilotée. Les PERCO doivent être investis à hauteur de 7% en titre de PME ETI. Et comment cet investissement peut se concrétiser dans la gestion pilotée, alors même que le principe de la gestion pilotée est justement la désensibilisation dans l'investissement en action au fur et à mesure que le salarié se rapproche de l'échéance du PERCO, c'est-à-dire de son départ à la retraite. Donc la loi renvoyait à ce titre vers un décret, et c'est le décret que vous connaissez tous, puisque maintenant il est paru depuis plusieurs semaines, qui crée des paliers au sein de la gestion pilotée du PERCO, qui permet à la fois d'harmoniser la gestion pilotée et l'impératif d'investissement dans les titres de PME ETI. Dorénavant, le ratio de 7% en titre de PME ETI ne va pas s'appliquer à toute la gestion pilotée, mais à un pourcentage de l'épargne dans la gestion pilotée, pourcentage qui va s'abaisser jusqu'à 30% en fonction des paliers par rapport au départ du salarié de l'entreprise ou son départ à la retraite. Ça, c'est la grande nouveauté du décret d'application du PERCO. Donc, une double condition importante, gestion pilotée plus investissement en titre de PME ETI. J'insiste sur le fait que la loi exige, mais ce qui paraît logique, que le règlement du PERCO prévoit ces deux modifications. Donc, il n'y aura pas un PERCO muté en PERCO plus en catimini, mais il faudra vraiment que les partenaires sociaux prennent leurs responsabilités et mettent en place et concluent un avenant pour permettre cette mutation. Ça, c'est la grande mesure du PERCO. La seconde grande mesure du PERCO, c'est la création d'un abondement périodique ou d'un versement périodique, comme dit la loi. Vous savez tous qu'il existait déjà un versement dit d'amorçage sur un PERCO, où l'entreprise pouvait effectuer des versements elle-même au nom de ses salariés, alors même que ces salariés n'avaient encore pas effectué de versement sur le PERCO. Parce que normalement, l'abondement est toujours la contrepartie de l'investissement du salarié dans le PERCO. Là, en plus du versement d'amorçage, il y a un second abondement atypique qui est le versement dit périodique. L'entreprise pourra verser une forme d'abondement année après année, si elle le souhaite. Alors cet abondement devra être uniforme et évidemment profiter à tous les salariés bénéficiaires du PERCO, mais cet abondement sera lui aussi déconnecté de tout versement du salarié. Donc par rapport à l'abondement classique, il existe dorénavant un double abondement atypique, le versement d'amorçage qui existe toujours, que la loi n'a pas supprimé, mais que la loi a doublé avec le versement périodique. Comme tout type d'abondement, ce versement périodique devra être prévu dans le règlement du PERCO. La loi renvoie à un décret d'application pour le plafond de ce versement périodique.
Le décret, qui devrait paraître incessamment, va nous dire que jusqu'à présent, le versement d'amorçage était limité à 1% du PAS. Et maintenant, le versement d'amorçage plus le versement périodique ne pourront pas dépasser 2% du PAS année après année. Voilà, ce sont les deux mesures importantes. On peut aussi citer l'alimentation en jours de repos non pris en l'absence de CET, alimentation vers le PERCO une fois que les jours sont monétisés. Il y avait un plafond de 5 jours en exonération fiscale et sociale. Ce plafond passe à 10 jours pour être, c'est aussi une mesure d'harmonisation, en phase avec les possibilités offertes en cas de CET. Nul doute, nous avons beaucoup de questions, et d'ailleurs il y en a déjà qui apparaissent là sur le PERCO. On va y répondre dans quelques minutes, mais on va d'abord aussi faire le point sur ce qui change en matière de PEE. Toujours à vous, Patrice Dichand. Alors là, ce sont des changements microscopiques. Le PEE n'est pas le cœur de cible de la loi Macron, sauf par ricochet avec l'investissement par défaut de l'intéressement, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de modifications spécifiques en matière de PEE. Ce qui est important, c'est plus une question de logistique, c'est que les modalités de mise en place du PEE qui étaient dans les textes réglementaires ont été remontées logiquement dans le texte législatif, donc ils sont dorénavant dans les parties en L du Code du travail, non pas dans la partie en R, et il y a une nouvelle écriture qui rend plus clair le fait que qu'on puisse mettre en place un PE à la majorité de tiers des salariés. Par ailleurs, le décret prévoit un mode d'emploi qui existait d'ailleurs déjà plus ou moins antérieurement en cas de pluralité de PE pour l'investissement par défaut. Et le décret nous dit que c'est vers le PE, puis à défaut vers le plan d'épargne de groupe, puis à défaut vers le plan d'épargne interentreprise, avec pour idée d'être à chaque fois au plus près du salarié, donc on privilégie le plan d'épargne de son entreprise. Merci. Donc nous allons commencer les questions sur ces 3 chapitres, information des salariés, mais surtout PERCO sans doute, et PE. Alors effectivement, nous commençons avec le PERCO. Et une première question. L'affectation par défaut en gestion sécurisée demande-t-elle un avenant au PERCO ? Oui, car il s'agit d'un nouveau PERCO. Voilà, qui est simple et net. La mise en place du fonds PME-PMI suffit-elle pour bénéficier du forfait social à 16% ? Ou bien cette réduction est-elle limitée au versement sur ce seul fonds ? Alors, la communication sur le PERCO Plus était relativement limpide, elle n'a pas varié. À partir du moment où la double condition, gestion pilotée, investissement par défaut, et investissement dans des parts de PME, ETI sont remplies, si ces 2 conditions sont remplies, c'est toutes les sommes investies dans le PERCO, enfin intéressement, participation et abondement, qui bénéficient du forfait social à 16%, même si ces investissements ne sont pas dirigés vers la gestion pilotée, investie en titre de PME ETI. Merci. Donc du même coup, on a répondu à cette deuxième question, je pense, qui est pour bénéficier. Hein, c'est la même question. Est-ce que nous avons d'autres questions, s'il vous plaît, sur le PERCO à m'envoyer? Merci, ou sur autre chose d'ailleurs. En l'absence d'informations sur la date d'échéance de sortie du PERCO par le salarié, peut-on retenir l'âge légal de départ en retraite? Si oui, lequel? Si oui, lequel? Ah, c'est là où c'est plus compliqué. Ça veut l'air simple comme ça. Plutôt, c'est celui de la sécurité sociale. Oui. C'est celui du code de la sécurité celui sociale. Où le salarié. Et donc de la pension d'assurance vieillesse, pas des régimes complémentaires. D'accord. Absolument. Bon, voilà qui est clair. Si un PERCO prévoit plusieurs grilles de désensibilisation, c'est cela? Peut-on par défaut affecter les sommes sur la grille la plus sécurisante? Oui, bien sûr, non seulement on peut, mais on doit. On doit le faire. Et si le salarié a déjà opté précédemment pour un profil qui n'est pas le profil par défaut, peut-on maintenir ce choix pour le nouveau versement? Il a opté par un... S'il a opté, il n'y a pas de... A priori, même s'il y a investissement par défaut, il paraît logique de rester sur le choix du salarié. Ouais. Donc a priori, oui. Ah oui.
C'est qu'il n'y a pas application du Sauf régime si, par bien défaut. sûr, ce choix était valable pour une durée déterminée et qu'il est tombé à la fin de cette période. PERCO+, quel est l'effet générateur permettant de se prévaloir sans risque de redressement, du taux à 16%? Quitte à me répéter, un PERCO ne se transforme pas en PERCO+ comme ça. Il faut un avenant signé par les partenaires sociaux. Donc, c'est la date de conclusion et de dépôt de l'avenant, car c'est le dépôt qui garantit les exonérations, qui permet ensuite, pour les versements ultérieurs, que le taux de 16% puisse s'appliquer. J'insiste, ce n'est pas seulement à la date de conclusion, mais aussi la date de dépôt. Il ne faudra donc pas oublier de déposer l'avenant auprès de la directe dont dépend l'entreprise. Si la gestion pilotée par défaut intègre 7% de titres ETI PME, faut-il un avenant signé au PERCO avec une date de mise en œuvre? Ou bien y aura-t-il une souplesse pour les délais de mise en conformité des accords? Même réponse, il faut un avenant. Voilà. Il faut le déposer. Pour l'application du forfait social à 16%, elle a disparu la question. Plus généralement, qu'est-ce qui nécessite la signature d'un avenant? Alors le PERCO+, oui, forcément. Si on veut transformer un PERCO en PERCO+, oui, avenant. Après, il y a un certain nombre de dispositions qui logiquement vont être intégrées par voie d'avenant. Ceci étant, il y a dans la loi un certain nombre de dispositions d'ordre public qui vont s'appliquer. Par exemple, les nouvelles dates limites de versement de l'intéressement et de la participation, puisque quand on les dépasse, on est passible d'un intérêt de retard. Là, très clairement, ces dates de versement maximal sont d'ordre public, vont s'appliquer dès 2016 à tous les accords d'intéressement et de participation. À des fins de bonne information, il est utile que les accords soient modifiés, mais nous savons très bien que tous les accords ne pourront pas être modifiés au cours du premier semestre 2016. Pour autant, la loi va s'appliquer. Les dates vont s'appliquer. Donc, il faudra informer les salariés, quitte à faire un avenant en bonne et due forme ultérieurement, mais en tout état de cause, le fait que les nouvelles dates s'appliquent sans conclusion d'un avenant ne portera pas préjudice à l'entreprise. Mais qu'elle ne se repose pas sur ses lauriers et qu'elle songe réellement à conclure un avenant. Même chose pour le fléchage par défaut de l'intéressement, ça s'applique de plein droit dès 2016, même si là encore il y aura une information obligatoire. Néanmoins, l'accord d'intéressement pourra être, en cas de négociation compliquée ou plurielle au sein de l'entreprise, l'avenant qui modifie l'accord d'intéressement pourra être conclu ultérieurement. En cas de versement périodique sur le PERCO, sur l'année civile, sur l'année civile, si un salarié, alors non, excusez-moi, je reformule, c'était pas très clair. Le versement périodique sur le PERCO se fait-il sur l'année civile? Si oui, un salarié qui quitte en janvier aurait la même prime que celui présent toute l'année? A priori, à mon avis, oui, parce que le texte parle clairement de versement égalitaire. Lorsqu'on entend versement égalitaire, on ne tient plus compte de la durée de présence. Si une entreprise choisit la gestion pilotée par défaut, est-ce que tout prochain versement sera en gestion pilotée par défaut pour tous? En ce qui concerne le PERCO, de toute façon, on ne se pose pas de questions puisque c'est une obligation. Donc la réponse est oui. La gestion pilotée par défaut sera dans le futur systématique pour à chaque fois que le salarié n'a pas finalisé son choix. Très bien, nous allons passer aux séquences suivantes. Encore une fois, n'hésitez pas à poser encore vos questions sur tous les chapitres que nous avons évoqués, même si ils sont déjà passés. Alors, nous allons maintenant parler de changements qui concernent le forfait social. Gérard Kestenbaum.
Donc on a désormais 3 taux du forfait social, un taux plein à 20%, un taux réduit à 8%, et ce que j'appellerais un taux intermédiaire, pour qu'il n'y ait pas de confusion, à 16%. Le taux à 16% étant réservé aux PERCO qui ont été mis en harmonie avec le décret PERCO+. En ce qui concerne le forfait social, il s'applique uniquement dans les entreprises de moins de 50 salariés pour une durée de 6 ans et qui mettent en place soit un accord d'intéressement, soit un accord de participation à titre volontaire. Il ne s'applique pas à l'abondement, puisque la question était apparue sur l'écran. Il ne s'applique pas à l'abondement ni au PE ni au PERCO. Donc, il ne s'applique qu'à l'intéressement ou à la participation dans une entreprise de moins de 50 salariés. Alors, il y a toute une série de... Ah ben on fera les questions. Vous voulez qu'on les fasse? Non, je crois qu'on va les faire après. Je Continuez, crois Gérard. que, Vous avez en ce qui terminé sur concerne, sujet oui, le forfait social, le régime a le mérite d'une certaine simplicité, sauf que maintenant, la même entreprise avec ses règles peut se voir appliquer 3 taux de forfait social. Si elle met en place un accord de participation volontaire et obligatoirement donc un PE, puisqu'il ne peut plus y avoir d'accord de participation sans PE, elle va déjà payer 8% sur la participation. Si elle verse un abondement au PE, elle va verser 20%. Et si elle met en place en plus un PERCO avec un abondement, conforme au décret PERCO+, elle va verser un taux de 16% sur ce dernier abondement. Ce qui me paraît un peu compliqué pour une entreprise de moins de 50 salariés. Bon, vous avez raison, on va peut-être répondre, parce que comme c'est quand même assez différent du sujet qui nous occupe après l'actionnaire salarié, on va peut-être répondre aux questions sur le taux, le forfait. On revient à PE, me dit-on. Alors, est-ce que vous voulez bien m'envoyer les questions, voilà, sur voilà, merci beaucoup. Alors, pour les petites entreprises qui mettent en place volontairement un dispositif, oui. C'est ce que vous venez de dire, mais on peut le répéter. Donc je le redis. Le forfait social à 8% s'applique-t-il à l'abondement? C'est non. Non, donc c'est non. Dans une entreprise de moins de 50 salariés, avec accord d'intéressement, un nouvel accord de participation volontaire permet-il de bénéficier d'un forfait social réduit? À mon avis, la question discute beaucoup parce que le texte semble être alternatif et pas nécessairement cumulatif. On a déjà le bénéfice. Si on l'a mis en place en 2015, les sommes versées au titre de 2015 sur 2016 bénéficieront du taux de 8% sur l'intéressement. Si on met un accord de participation volontaire en plus, je ne pense pas. On sort du texte. Le texte est alternatif. C'est comme ça que je le lis. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le PE ou sur le forfait social? Sur le forfait social, est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez évoquer qui vous paraissent non? Bon. Si on le met en place de façon concomitante, là, il y a une vraie question. Si on met les deux en place de façon concomitante, là, il faudra que la circulaire réponde peut-être à cette question. Et donc, c'est une probabilité pas forcément très forte. Mais bon, a priori, si c'est vraiment concomitant, les deux devraient pouvoir en bénéficier. Surtout qu'on peut faire un dépôt concomitant. En plus. Donc le législateur lui-même évoque la question de la concomitance. Nous n'avions pas prévu cette question dans la circulaire, mais à la demande de Gérard Ketzenbaum, nous allons l'expertiser et y répondre. Alors, le dernier chapitre sur lequel nous voulons vous donner quelques précisions, avant de revenir à l'ensemble des questions, si vous en avez encore, il est tout à fait temps, concerne l'attribution gratuite d'actions à GA et l'actionnariat salarié. Gérard Ketzenbaum, que la loi Macron a-t-elle changé dans ce domaine? Alors, je crois que c'est dans ce domaine que la loi Macron a... Oui, parce que je ne retrouve pas mes notes. Non, je vais m'en sortir. La loi Macron a apporté des changements très importants. Jusqu'à maintenant, jusqu'à l'intervention de la loi, et je dirais quelques mots de l'entrée en vigueur du texte,
était nécessaire de respecter des délais d'acquisition et des délais de conservation des titres. 2 ans de délai d'acquisition, 2 ans de conservation des titres, et il n'était pas possible de descendre. On pouvait modifier ces durées, mais on ne pouvait pas descendre en dessous de 4 années cumulées. Avec le nouveau régime, le délai d'acquisition est limité à 1 année, le délai de conservation également, et on peut cumuler les 2 périodes sur 2 ans, on doit les cumuler sur 2 ans minimum. Étant entendu qu'on peut par exemple fixer un délai d'acquisition de 2 ans, auquel cas on n'a plus besoin d'imposer un délai de conservation. Mais à mon avis, j'y reviendrai, ce n'est pas une bonne position pour des raisons fiscales, parce que le régime fiscal a également changé. Alors, le régime fiscal, le régime social ont été profondément modifiés. La loi de finances rectificative pour 2012 avait porté la contribution patronale de 14 à 30%, si mes souvenirs sont bons. Cette contribution patronale est ramenée à 20%. Pour les salariés, elle est fixée à 10%. Cette contribution salariale est supprimée. En revanche, le régime fiscal est modifié. Jusqu'à présent, le régime fiscal était celui des traitements et salaires. Désormais, le régime fiscal, et c'est assez logique, c'est cohérent, le régime fiscal est aligné sur le régime de droit commun des plus-values mobilières. Autrement dit, le gain que représente le gain en espèces que le salarié réalise au moment de la revente des actions gratuites va être imposé selon la durée de conservation des titres. Cette durée de conservation va courir à compter de l'acquisition. Si l'acquisition intervient au bout d'1 an, il va déjà bénéficier d'un abattement de 50% s'il conserve les titres pendant 2 ans, de 65% s'il les conserve entre 4 ans et 8 ans, et de 85% s'il les conserve au moins 8 ans. Alors, parallèlement, en ce qui concerne le régime social et fiscal, aussi bien pour l'entreprise que pour les salariés, il y a d'autres changements marquants. Par exemple, la contribution patronale devait être versée, ce qui était vraiment assez extraordinaire, au moment de l'acquisition et la contribution au moment de l'attribution. Et la contribution salariale au moment de l'acquisition. Autrement dit, si les actions, qu'on dit d'ailleurs très souvent de performance, ne voyaient pas le jour, soit que les performances n'avaient pas été atteintes, soit que la société avait disparu, l'entreprise avait versé une contribution qu'elle ne pouvait pas récupérer. C'est ce que lui a décidé la Cour de cassation, à la demande des URSSAF. Ce qui était assez logique avec la lettre du texte, mais ne l'était pas par rapport aux principes généraux du droit de la sécurité sociale, les cotisations portant sur des flux financiers réels et pas sur des flux financiers virtuels. Donc désormais, la contribution patronale sera versée à la date d'acquisition. En ce qui concerne les salariés, puisqu'ils n'ont plus de contribution salariale, et que le régime fiscal des gains est aligné sur le régime de droit commun des plus-values mobilières, ces gains vont également subir les prélèvements sociaux au taux de 15,5%, dont la CSG-CRDS, au taux de la CSG-CRDS sur les revenus patrimoniaux de 5,1%. Merci Gérard. Alors nous allons maintenant répondre à toutes les questions sur notre sujet, sur l'épargne salariale et les modifications de la loi Macron. Et donc je les prends toutes. Alors la première, est-il possible de fixer la date de blocage au 1er juin de l'année N+5 s'il n'y a que des versements volontaires au PEE ?
Monsieur Dichon. Alors, c'est une question qui mérite un mode d'emploi. On a dit dans les différentes circulaires interministérielles relatives à l'épargne salariale que quand il y a un plan d'épargne entreprise, on peut prévoir une date médiane de blocage pour l'ensemble des investissements des salariés au cours de l'année. Cela pour des simplicités de gestion du PE. Par exemple, s'il y a des versements qui arrivent au cours de chacun des 4 trimestres, on pouvait considérer qu'il pouvait y avoir une date médiane au 1er juillet, mais on pouvait aussi considérer, quand il y avait de la participation, que cette date médiane pouvait être le versement de la participation. Bon. Là, en l'occurrence, l'intéressement et la participation étant versés le 1er juin de chaque année, concomitamment, il paraît logique que la date de 1er juin devienne pour le PE la nouvelle date médiane, y compris pour les versements libres, hors intéressement et participation. Là, la question est un peu piégeuse dans la mesure où on nous dit qu'il n'y a pas d'intéressement ni de participation, il n'y a que des versements volontaires. Uniquement avec des versements volontaires, il me paraîtrait logique d'en rester au 1er juillet. Néanmoins, on peut se retrouver dans une situation où l'entreprise dispose d'un accord de participation qui ne donne plus rien et donc les seuls versements sur le PE sont des versements volontaires alors qu'elle a toujours un accord de participation ou un accord d'intéressement qui n'a pas pu porter ses fruits au cours d'un exercice. Donc on ne va pas exiger de repasser la date de blocage au 1er juillet. Donc on peut admettre qu'éventuellement certains PE privilégient même en l'absence d'intéressement et de participation une date médiane de blocage au 1er juin et donc de déblocage au 1er juin plus 5 ans. Autre question. Actuellement, on peut affecter les avoirs CET sur le fonds monétaire sans interrogation du salarié. Est-ce toujours possible? Alors, les avoirs CET. D'abord, il faut que l'accord de CET prévoie que le CET puisse alimenter le PERCO. Dès lors, des droits CET ne peuvent pas sortir du CET sans la volonté expresse du salarié. Donc il y a déjà le salarié qui a déjà fait valoir son droit. Il est rare que dans ces conditions-là, ils disent « je veux que des jours que j'ai sur mon CET soient monétisés et transférés vers le PERCO », sans dire en même temps où il investit dans le PERCO. Toutefois, si tel est le cas, comme l'investissement par défaut devient la norme, comme la gestion pilotée devient l'investissement par défaut, par principe pour le PERCO, il me semble que même dans ce cas de figure-là, les jours CET monétisés vont rejoindre la gestion pilotée. Est-il possible d'imposer la gestion pilotée? En l'occurrence, je pense que c'est la même question. C'est la même question. En l'occurrence, oui, parce que la loi le dit. L'investissement à 7% en fonds PME ETI, doit-il être permanent ou y-a-t-il une tolérance en cas de baisse des marchés? A priori, 7%, c'est 7%. C'est pas 6%. Comme dirait M. de la Palisse. Donc je pense que les gestionnaires vont prendre leurs précautions et que le ratio de 7% sera de facto, comme pour l'investissement en titre d'entreprise solidaire, le ratio sera de facto supérieur à 7%, de l'ordre de 8 à 9%, pour précisément pallier à cet inconvénient potentiel. Après, si vraiment il y a des cas de figure dramatiques qui se posent, ça sera traité au cas par cas et toujours de façon pragmatique. Si aucun fonds par défaut n'est prévu dans l'accord d'intéressement, le décret qu'on attend pour demain, donc pour le 9 décembre, va-t-il préciser le type de fonds pour le placement par défaut? Alors, le fléchage par défaut de l'intéressement, c'est la gestion pilotée. Donc, la loi a déjà donné le mode d'emploi pour l'investissement. Pardon, on est dans le PE. Oui. J'ai bugué. Je reprends.
Donc, la loi prévoit la gestion par défaut vers le PE. Donc, le décret, effectivement, va garder le mode d'emploi de l'investissement par défaut dans le PE, qui va être vers le fonds le plus sécurisé dans ces cas-là. Donc, de facto, les fonds monétaires. Les frais de déblocage suite à la rétractation, en cas de rétractation de l'intéressement, sont-ils définis sans limite de montant par les TCCP? Il n'y a pas beaucoup de précision là. Je crois que c'est l'accord des parties. Hein. A priori, on va se... La question a déjà été résolue pour les déblocages réglementaires. Je vois mal qu'on prenne un autre mode d'emploi que celui-là. Maintenant, il faut que ce soit aussi, que tout ça soit fait en bonne intelligence. Je ne vois pas profiter du droit de rétractation pour prendre des frais de déblocage excessifs. Un texte est-il prévu sur le contenu du livret d'information de salariés sur l'épargne salariale? Est-ce qu'on aura des précisions, autrement dit, sur ce qu'il doit contenir? Je ne crois pas, et on a déjà suffisamment de précisions dans la loi, puisque le texte minimum consiste à exposer les régimes en vigueur dans l'entreprise. Si on a par exemple l'intéressement et la participation et le PE sans le PERCO, on peut désormais se borner, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le passé, à ces trois institutions. On n'est pas obligé d'expliquer en quoi consiste le PERCO. Maintenant, en ce qui concerne les précisions que le texte doit donner, l'entreprise est libre. Alors pour une fois que l'entreprise est libre, je crois qu'on ne va pas réclamer de texte. Le mieux, c'est d'être quand même suffisamment précis pour que les salariés soient suffisamment informés et qu'un jour personne n'évoque ou n'invoque devant un tribunal une perte de chance. Voilà. Alors, juste petite précision, le décret réécrira le texte réglementaire sur le livret d'épargne salariale, mais c'est du simple toilettage, puisque jusqu'à présent, il parlait justement de tous les dispositifs, alors que dorénavant, ce sont les dispositifs uniquement mis en place dans l'entreprise. Donc, il n'y aura rien à attendre de particulier du décret là-dessus. On n'est pas obligé de reproduire intégralement ni le code du travail, ni le texte, ni les textes des accords en vigueur. Ah non. Pour une fois que les entreprises sont assez libres, laissons-les libres. Les questions que je vois apparaître là, nous avons déjà répondu. On y a répondu avant, à ces questions. Donc soit il n'y a plus de questions qu'on m'envoie en régie. Si, envoyez là une nouvelle là, sur le PERCO. Si l'abondement, alors PERCO, on vient au PERCO. Hein. Si l'abondement unilatéral, s'il y a abondement unilatéral dans une entreprise de plus de 250 salariés, les mandataires sociaux peuvent-ils en bénéficier? La réponse est non. Parce que à ma gauche, la réponse est non. La réponse est à non ma droite, on sort du champ d'application de la directive d'une directive européenne définissant les PME et à laquelle se réfèrent les textes. La définition, c'est les entreprises de 1 à 250 salariés. C'est la définition des PME. Donc, à mon avis, la réponse est non. Vous êtes d'accord? C'est bien. Je ne vois plus de nouvelles questions. Est-ce que vous avez des précisions? Je peux donner des précisions sur les attributions gratuites d'actions, parce que j'ai retrouvé mes notes. Alors, il y a eu d'autres modifications, puis je crois que tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur en disant que la CSG-CRDS était de 5,1%, ça c'est pour les retraités. C'est 8,1% sur les revenus patrimoniaux de mémoire. Alors d'abord, la date d'application du nouveau régime, il faut quand même faire attention. Ce n'est pas la parution de la loi Macron, c'est-à-dire le 7 août 2015, mais l'Assemblée générale extraordinaire qui décide de l'attribution des actions gratuites aux salariés qui se tiendra après le 7 août 2015. Autrement dit, si j'ai une attribution d'actions gratuites qui a lieu en septembre sur le fondement d'une Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en juin 2015, c'est l'ancien régime qui s'applique, ce n'est pas le nouveau. En ce qui concerne la répartition des actions, lorsque
Les actions gratuites sont attribuées à la totalité du personnel. Le rapport de 1 à 5, entre ceux qui perçoivent le plus et ceux qui perçoivent le moins, qui s'appliquait à toutes les attributions gratuites au total, ne s'appliquera plus qu'aux seules attributions gratuites d'actions portant sur plus de 10% du capital de la société. On a aussi quelques petits problèmes avec la date d'acquisition. Jusque-là, on avait une alternative entre la juste valeur et la valeur à la date d'acquisition. Ne subsiste plus dans le texte actuellement que la date d'acquisition. Voilà, je crois que j'ai... Merci. Alors, j'avais vu apparaître une dernière question, mais non, on me l'a supprimée, je suis bien embêtée. Information des salariés. En cas d'absence d'avenant à l'accord d'intéressement, comment informer les salariés du fléchage par défaut? En lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre? Ça dépend peut-être aussi de la taille de l'entreprise, mais... Alors, le décret prévoit une modalité supplétive, qui c'est effectivement la lettre avec accusé de réception. Lettre commandée, d'accord. Et alors, cette dernière question que j'avais vu apparaître, on peut me la remettre? Non, c'est pas celle-ci. Voilà. Est-il nécessaire de procéder par avenant pour la mise en conformité des accords RSP intéressement avec les nouveaux délais de versement et intérêts de retard? Est-ce que... Moi, je pense que oui. Alors, nous avons affaire à un internaute distrait parce qu'il me semblait avoir répondu à la question tout à l'heure, mais je vais peut-être qu'il est venu et qu'il est reparti, l'internaute. Revenir dessus. Alors, nécessaire. J'ai dit que les nouvelles dates de versement de l'intéressement et de la participation s'appliquaient de plein droit. C'est-à-dire qu'en 2016, même si les entreprises n'ont pas eu le temps de modifier leurs accords d'intéressement et de participation, les nouvelles dates vont s'appliquer. Mais, à des fins de bonne information, il faudra bien modifier ces accords. Quand on est dans un accord à durée indéterminée, comme ils le sont la plupart du temps, comme en matière de participation, je ne vois pas qu'on puisse laisser vivre un accord à durée déterminée avec des dates erronées de versement de la participation. C'est impossible. Donc, bien sûr, il faudra modifier l'accord de participation. Mais nous n'imposons pas le mieux, le plus tôt sera le mieux, mais nous n'imposons pas de date express de modification, puisque les nouvelles dates de versement s'appliqueront de plein droit dès 2016. Mais il faudra le faire, bien sûr, à des fins de bonne information. Merci. Merci beaucoup, Patrice Dichand. Merci, Gérard Kestenbaum. Je vous rappelle que vous pouvez... que cette émission pourra se revoir en replay par séquence et que toutes les précisions sont sur le site fondact.org, www.fondact.org, de même que les informations sur les nouveaux textes. Alors, il reste des questions. Il reste des questions, mais alors... Ah oui, pardon. On me dit que s'il reste des questions non répondues, bien évidemment, vous n'hésitez pas, on y répondra, de même que Fondact est toujours à votre service sous toutes les formes pour répondre à vos questions sur l'épargne salariale. Voilà. Merci à tous.